Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Hubert, président et cofondateur d'Insect, pépite tricolore de l'élevage d'insectes, qui les transforme en ingrédients premium à haute valeur ajoutée pour les animaux, les plantes et bientôt les êtres humains. Antoine va nous parler des grandes étapes de ce projet, qui s'intègre dans le concept d'économie circulaire, du financement de ces outils de production et de ce qui a conduit cette start-up industrielle à devenir une start-up du Next 40. Comment Insect a relevé le défi planétaire de contribuer à un système alimentaire plus durable? Quels sont les leviers qui font d'Insect une scale-up de premier plan? Quelles sont les prochaines étapes du développement? Nous explorerons ces questions avec Antoine au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Le vivant, c'est pas 100% prédictible, mais la donnée peut nous le permettre. On va remplacer les protéines de bœuf ou les protéines de lait, et avec des gains, on est entre 30 et 40 fois moins d'émissions. Finalement, l'élevage d'insectes n'est rien de nouveau, il est millénaire. Moi, je me souviens d'un de mes premiers pitchs où je vais pitcher tout ce qu'on pouvait faire avec tous les insectes, avec toutes les applications. Il m'a dit direct, reviens me voir quand tu auras un produit et un marché. Voilà. Bonjour Antoine. Bonjour Franck. Bon, très heureux de t'avoir sur ce podcast. Ouais, merci à toi pour l'invitation. On va faire un peu plus ample connaissance avec Insect, même si l'entreprise est déjà très connue. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et par la suite présenter Insect? Qui es-tu, Antoine? Bien sûr, donc moi j'ai 40 ans, je viens de passer le cap et j'ai 2 enfants et je suis ingénieur agronome, donc je suis scientifique à la base, je fais mes études, j'étais passionné par la biologie. Moi tout petit, j'ai grandi dans les Alpes et très tôt attiré par notamment les insectes et les papillons et une envie de contribuer à les protéger, parce que déjà sensibilisé par tous les documentaires à l'époque, notamment d'Alain Bougain-Dubourg sur la disparition déjà annoncée des oiseaux, des insectes et autres. C'est pas nouveau, tous ces sujets de biodiversité et changement climatique. Et avec mes études, je suis arrivé finalement à être ingénieur agronome et devenir chercheur scientifique dans le domaine de la protection notamment de l'eau, du sol par rapport aux pratiques agricoles. Je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande pour essayer d'apprendre un peu l'anglais, parler un peu l'anglais. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait, dans la partie un peu des petites bêtes au-delà des insectes, utiliser des vers de terre pour recycler les déchets organiques. Et je suis rentré en France, je suis devenu consultant en environnement dans un grand groupe de conseil français, dans le monde de l'énergie notamment. Et donc ça m'a appris à déjà découvrir l'industrie, que je connaissais pas du tout. Et en parallèle, donc j'ai monté une association avec quelques copains pour sensibiliser les jeunes dans les écoles, mais aussi des salariés dans des entreprises donc là, sur le cycle, le vivant et l'agriculture. Donc là, vous étiez avec des grosses mallettes, si je suis bien informé, et vous faisiez le tour en fait beaucoup des écoles, parce que vous étiez surtout école. Et donc l'objectif, c'était grâce à une mallette un peu éducative, d'aller apporter la bonne parole sur cette conscience et sur la capacité en fait d'utiliser les déchets, c'est ça? C'était un peu le credo de l'association Worgaming, c'était de reconnecter les urbains avec l'origine et le devenir de leur assiette. Parce que voilà, on est servi, on est très déconnecté, on a du mal, même les enfants, à savoir le nom des animaux qui sont derrière ce qu'ils mangent au quotidien, et des fruits et légumes encore pire. Et donc c'est d'où ça vient, comment c'est produit, et qu'est-ce que je mange pas dans mon assiette ou dans la cantine, ce qui est jeté, ça va où? En fait, ça va dans un incinérateur, dans une décharge. Et comment on peut retrouver de la circularité? Comment on peut finalement, ce qui n'est pas utilisé, peut en fait renourrir de petits animaux comme les vers de terre qui vont faire des déjections qu'on appelle du lombricompost, qui vont renourrir des plantes de manière organique sans utiliser d'engrais chimiques pour refaire des plantes qui vont nourrir des animaux. Voilà, et refaire un cycle complet. C'était ça un peu le credo de l'asso, avec des supports pédagogiques comme des mallettes. On a fait aussi des petits films, on a fait plein de petits supports de serious game un peu à l'époque. Et donc, au bout d'un certain temps, vous dites, bon, c'est bien, voilà, c'est sympa, mais peut-être qu'il faudrait qu'on passe à l'échelle, parce que vous vous êtes rendu compte avec tes acolytes que c'est important, l'impact et l'engagement associatif. Cependant, pour avoir un véritable impact, il fallait peut-être avoir quelque chose de plus large. Un peu plus large. Enfin, la première chose qu'on a fait, au-delà de la sensibilisation, on est rentré un peu dans un esprit un peu modeste de think tank, à travailler avec des universités et à essayer de passer un peu le cap un peu plus activiste sur le sujet.
travailler sur des nouveaux sujets un peu plus innovants, comme l'agriculture urbaine. On a cartographié dès 2007, donc il y a longtemps, tous les toits urbains de Paris. On a lancé des projets de fermes urbaines, justement. On en a fait quelques-uns avec la régie de la ville de Paris, par exemple. Et puis on s'est trouvé les vers de terre aussi, les insectes sont venus sur la table par des publications qui venaient des Nations Unies sur des travaux en Asie de consommation d'insectes, et on s'est dit bah tiens oui, l'alimentation des insectes c'est quelque chose de traditionnel connu dans le monde entier, même en Europe, on a un peu perdu. On l'a réutilisé dans le support pédagogique. Donc, on a accéléré un peu ces supports pédagogiques et de la recherche associée. On a travaillé avec l'agro de Paris, l'agro de Rennes sur essayer, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire des choses avec des insectes en les transformant, je sais pas, en souris-mie, en burger. Donc, déjà à l'époque, en 2010, on a des premiers rapports là-dessus. Je crois que vous avez même eu l'idée de faire un resto d'insectes. Mais ça et après, du coup, la logique derrière, c'était de faire un resto. Et dans l'association Calexi, donc, copain avec qui on a monté l'asso et quelques autres, finalement, faire rencontrer aussi deux de ses copains d'enfance, Jean-Gabriel et Fabrice, et de fil en aiguille, on décide d'aller, se dire, il y a moyen d'aller plus loin que cette à la fois sensibilisation et de la recherche, et aller faire les choses en fait. Et donc c'est en fait l'entrepreneuriat, et je pense que quelques années après on se dit que je me rends compte, c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment une façon de faire l'impact à échelle, quoi. Impact à scale, c'est la façon de changer le plus de choses possible, parce que si tu prends du recul, les ONG sensibilisent les consommateurs, les citoyens à changer leurs pratiques, ils poussent aussi les États comme les scientifiques à changer, voilà, avec le GIEC, lanceurs d'alerte, façonner des nouvelles politiques publiques. Mais in fine, ceux qui vont réaliser ces politiques publiques, bah, c'est les entreprises qui vont mettre en place les produits et les services, soit sous une pression positive de financement ou de contexte réglementaire de l'État pour favoriser des nouveaux produits plus durables. Donc c'est bien les entreprises soit existantes, mais souvent les nouvelles révolutions, elles sont toujours venues par industriels, par des nouveaux entrants. La première révolution industrielle, la deuxième, la troisième, et là la quatrième, c'est ça. Et donc on pense que les startups ont un rôle majeur, et on s'est lancé comme ça de rien. On savait pas comment, mais on savait que les insectes allaient jouer un rôle majeur dans l'alimentation, dans un nouveau système alimentaire plus durable. Donc feuille blanche, vous dites qu'il faut passer à l'échelle. Donc entrepreneuriat militant, pour changer les choses, autant être acteur plutôt que qu'être en fait en réaction. Et donc là, vous vous dites, bon, on doit probablement faire quelque chose, et très vite, vous vous rendez compte que la pisciculture, qu'à l'alimentation animale peut être quelque chose d'intéressant dans votre schéma de réflexion, et vous vous dites quel pourrait être l'insecte qui on pourrait élire comme insecte sympathique et qui aurait en fait tous les critères en fait pour pouvoir aussi lancer sur un marché industriel. Et donc là, comment faites-vous, et voilà, comment vous avez en fait fait pour arriver à votre super verre de farine? Parce que quand c'est lancé, vraiment qu'on est passé de l'association à l'entreprise, donc comme tu disais, c'est le restaurant, on a dit bon, on va faire quelque chose. Le restaurant après, bah oui, mais il faut des matières premières, donc il faut les produire, on va faire un élevage, on va faire des ingrédients. Mais pour l'alimentation humaine, on restait là-dessus, c'était sur ça qu'il y avait déjà un début de tendance, nourrir les hommes. Et très vite, on a vu un problème d'acceptation. Les Européens pas prêts à manger des insectes, et pas d'autorisation aussi réglementaire en Europe, un vrai frein. Donc on s'est dit est-ce qu'on devait arrêter? Et puis en fait, c'est ma femme qui est aussi ingénieure agronome, qui travaille dans tous les milieux de la mer, sur l'aquaculture, les mondes de la pêche, et qui me disait non mais le monde de l'aquaculture notamment a des vrais problèmes d'approvisionnement en protéines, parce que finalement on nourrit des poissons d'élevage toujours des poissons de la pêche. Et c'est un tiers de tous les bateaux, un quart de tous les bateaux sur Terre, en fait, sont des bateaux pour pêcher des petits poissons, pour nourrir les poissons d'élevage ou les porcs et les volailles. Un vrai sujet de biodiversité, parce que la surpêche, c'est un des troisième grand pilier, dire, de prise d'impact sur la biodiversité. Et donc, en tout cas, hors Europe, où il y a pas de l'Europe a des quotas, mais en tout cas, hors Europe, c'est pas du tout le cas, et c'est très complexe. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose là, à la fois d'une demande sociétale, il y avait une problématique environnementale, une demande sociétale, et puis aussi économique, parce que les matières premières, notamment ces petits poissons, comme il y avait quasiment plus, les prix augmentent, parce que quand on a plus, il y a une rareté, et en fait, ça se traduit en économiquement. Donc, il y avait aussi un intérêt économique. Donc, on s'est vraiment lancé là-dessus. On a cherché des insectes qui pourraient avoir des compositions intéressantes par rapport à cette farine de poissons, de petits poissons, notamment issus des côtes sud-américaines. Et on est tombé sur le petit scarabée, le ver de farine, qui en fait, on allait chercher des insectes déjà connus, parce qu'on n'allait pas aller dans la forêt et chasser au fil à papillons comme je faisais moi quand j'étais petit, et attraper des jolis papillons. Non, c'est aller chercher des espèces qui étaient déjà connues bien par les scientifiques, qui avaient déjà un historique d'élevage pour pas qu'on parte de zéro. Et en fait, quand tu réduis sur le million d'espèces, et la plus grande biodiversité sur Terre, c'est les insectes, il y a qu'une dizaine d'espèces qui commençaient à être pertinentes. Et là-dedans, on a testé plein de trucs, on a fait des petits élevages, on s'est appuyé sur des gens qui connaissaient, on a fait des extractions avec des systèmes de purification de protéines. On a commencé avec des labos comme l'AgroParisTech, l'INRA, et on a convergé à faire 3-4 espèces, des quelques grillons, des mouches et des scarabées, notamment le ver de farine, et on a finalement retenu le ver de farine qui nous paraissait avoir le meilleur compromis global entre
ses performances d'élevage, la vitesse à laquelle il grandit, qui crée des protéines, et la qualité de ces protéines-là, les bénéfices associés nutritionnels pour les animaux, et un jour pour l'homme, parce qu'on s'est dit aussi, voilà, l'homme restera, l'humain, quelque chose d'important pour nous à un moment, et il faut aussi qu'il soit acceptable, alors qu'on voit d'autres insectes comme des mouches ou des blattes qui sont très bien élevés aussi en Chine, pas du tout possible, encore pire en termes d'acceptation. Donc, les scarabées, les criquets, les grillons sont consommés traditionnellement par beaucoup, enfin des dizaines et des dizaines de millions de personnes dans le monde. Donc voilà, combiné un peu le côté technique, côté d'élevage, côté performance d'élevage, côté qualité nutritionnelle et côté aussi acceptation au sens large sous les marchés qui nous intéressaient. On s'est à un moment focalisé parce qu'il faut bien qu'on est start-up, on peut pas tout faire. Moi, je me souviens d'un de mes premiers pitchs, et je remercie, c'était Denis Luquin qui j'ai parlé il y a pas longtemps de Sophie Nova et où je lui avais pitché tout ce qu'on pouvait faire avec tous les insectes, avec toutes les applications. Et il m'a dit direct, reviens me voir quand tu auras un produit et un marché. Voilà. Et ça, c'était en 2013, tout au début quand on s'était vraiment lancé à Agoranov, un incubateur. Et c'est ce qu'on a fait après. Pendant 8 ans, on a fait que c'est un insecte, un concentré de protéines, et uniquement pour le marché des carnivores, qui étaient les poissons, mais aussi les chiens et les chats. On a fait que ça pendant 8 ans, et depuis, on s'est un peu diversifié. Donc en fait, là, vous trouvez le ver de farine, le Tenebrio molitor, son petit nom sympathique, qui apprécie la densité. Donc il y avait tout ce sujet aussi de mettre à l'échelle, puisque globalement, il en faut beaucoup des larves de ver de farine pour commencer à faire quelque chose. Donc on vous passez du temps d'abord à trouver l'insecte, et puis ce qui est intéressant dans les étapes et surtout dans l'histoire d'Insect, c'est que vous êtes une vraie scale-up industrielle. Et dans la manière de présenter les choses, vous avez cherché à automatiser la mécanique du vivant. Donc, c'est vraiment Industrie 4.0. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire, c'est lorsqu'on pense, en fait, Insect, on voit pas derrière la technologie que vous avez mis en place. Or, tu vas nous l'expliquer. J'ai été vraiment abasourdi par tout ce qu'il y a en termes de techno et de robotisation, puisque justement, parle-nous de cette industrialisation de l'élevage. Au départ, on peut penser petit élevage, mais finalement, tu vas nous en parler. C'est vraiment à l'échelle. Voilà, parce que finalement, l'élevage d'insectes n'est rien de nouveau, il est millénaire. C'est les élevages de vers à soie. Tu penses, c'est finalement ce qui a fait façonner l'économie, Marco Polo, entre l'Europe et l'Asie, c'est la soie. Et la soie, c'est un ver à soie, c'est un insecte, c'est un papillon, qui était élevé aussi en Europe, en France, et dont Pasteur, d'ailleurs, a été connu sur ce sujet, à Dole, où on est implanté aujourd'hui, et qui avait réussi à sauver des élevages d'insectes qui avaient été touchés par des maladies à l'époque, le ver à soie étant très sensible. En fait, on a repris ces élevages traditionnels où ils sont dans des contenants parce que c'est pas comme un porc et un poulet, on peut l'emmener et puis ils se déplacent tout seuls. Là où ils sont tellement petits, ces animaux, il faut les regrouper finalement dans des contenants. Ces contenants étant pas mobiles, et puis après il faut les déplacer. Donc dans les élevages asiatiques traditionnels ou ce qu'on faisait à faire en France, on les met dans des petits bacs ou des tissus, c'est des contenants un peu végétaux, maintenant en plastique, et on les superpose et puis après voilà on leur apporte à bouffer et on les manipule. Puis à un moment on sépare la soie de l'insecte et on transforme. Comme c'est un coproduit, enfin la soie est un produit très haute valeur ajoutée, l'alimentation à côté. Enfin, il y a un business qui marchait bien grâce à la soie. Si tu n'as plus de soie, tu n'as plus que l'alimentation, il faut aller dans des effets de volume pour être compétitif, parce que l'alimentation, c'est des prix assez bas on n'est pas dans des produits de haut de gamme, donc il faut des effets d'échelle. Pour des effets d'échelle, après, si on appliquait ces technologies-là, ça aurait été des milliers de personnes pour faire un site et c'était pas viable en termes économiques. Donc, il faut automatiser. Il fallait automatiser. Voilà. Comment tu vas chercher? Comment on arrive, en fait, à mettre à l'échelle tout en utilisant les techniques d'aujourd'hui. Et les techniques d'aujourd'hui, voilà. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y avait? On allait voir plein de trucs. Et en fait, nos technologies, c'est un assemblage de technologies existantes, comme tu dis. Il y a des cultures un peu proches des insectes, qui sont les champignons. On a vu qu'il y a des productions par plateau qui sont automatisées. Il y a des systèmes très traditionnels, des systèmes beaucoup plus sophistiqués pour faire des champignons de Paris, par exemple, et donc des plateaux superposés avec des plateaux qui se déplacent, des convoyeurs automatiques. Donc on est allé chercher ça. Et ça nous a fait penser avec nos fournisseurs, nos partenaires ingénierie à l'époque. En fait, ça ressemble aussi à des entrepôts automatisés d'un type Amazon ou à grande distribution où vous avez des plateaux qui sont stockés, déstockés avec après on fait les cartons et on emballe, etc. Il y a une entrée-sortie. En fait, on s'est dit, voilà le concept de ferme verticale qui avait commencé déjà à émerger pour des plantes à Singapour, au Japon, aux États-Unis pour des questions aussi dans ces pays, notamment Singapour, des petits pays, comment on fait la souveraineté alimentaire et on superpose des petits plateaux avec des tomates, des aromates et on met des LED là, des petites lampes et on fait ça de manière verticale. Mais en fait, on s'est dit, voilà, c'est ce système-là qui est renié avec la tradition des vers à soie, un peu ce qui s'est fait dans les champignons et avec ce système, voilà, de ce qu'on appelle d'intralogistique, donc d'entrepôt automatisé.
dans lequel on a rajouté après d'autres couches. Derrière, il faut maintenir une température, une humidité, donc ça s'appelle des centrales thermiques qui sont très complexes en termes thermodynamiques. Et puis après, comment on transforme des insectes en ingrédients haut de gamme. Donc tout ça, c'est plein de technologies qui existent, mais le faire tout ensemble et avec peu d'intervention humaine, très peu, ça va être surtout de la surveillance, l'analyse de la qualité des insectes, la performance de l'élevage, la maintenance des machines. Ça s'appelle vraiment du 4.0. Voilà, c'est le système à l'allemande. Et nous, notre système, c'est le croisement d'un triangle entre le hardware, les machines, le software, le logiciel. Parce qu'il y a tellement de flux de données, en fait, de flux, qu'il y a beaucoup de données derrière. Sur le site qu'on vient de démarrer à Amiens, ça va être très vite, là, 1 milliard de données collectées par jour. Donc, c'est vraiment massif. Et puis, le vivant. Voilà, la spécialité du vivant, c'est pas que dans un entrepôt Amazon, pour le coup, c'est le carton, ça bouge, ça tombe, c'est pas grave. Là, il faut du vivant, il faut en prendre soin. Et donc, ça, c'est hyper important. Donc l'organisation est assez il y a un triptyque entre le grenier, donc c'est la matrice de la ferme, c'est là où apparemment vous mettez toute la nourriture, le champ, le cœur de la ferme, et là c'est là où on voit que la température est contrôlée et le ver de farine aime bien la pénombre, donc c'est dans le noir, et les étables, donc c'est dans l'étable en fait où on a moi, ce qui m'a amusé, c'est l'intervention de l'intelligence artificielle pour aller en fait repérer si les vers sont correctement nourris, s'ils ont pas besoin un peu d'eau, s'il y a des malades, s'ils sont beaux. Donc là, on est dans des techniques de data science pure. Exactement. On analyse en fait une population et on essaye de détecter automatiquement le besoin. Des motifs. Voilà, c'est que nous, ça fait donc plus de 10 ans qu'on est là et nos chercheurs qui sont à Évry, là, en banlieue parisienne, travaillent depuis très longtemps à comprendre justement comment les êtres grandissent, comment ils doivent se nourrir. Donc, on met au point un aliment issu de sous-produits ou déchets agricoles, on fait une recette. Et comment ces produits vont être bien consommés, à quelle vitesse et de quelle densité ils ont besoin pour être optimales et jusqu'à être transformés. Donc, on a mis au point après des systèmes pour vérifier, les conditions idéales. Les R&D fixent des conditions idéales de croissance. Puis après, avec l'ingénierie, on fait un scale-up industriel. On n'est pas forcément, on n'est jamais dans l'idéal parce qu'il y a des compromis économiques à faire. Et après, la donnée nous permet, des captures à la fois par le poids, tout simplement. On pèse des bacs, on suit la courbe de croissance, mais aussi les émissions de température, par le substrat, le milieu des insectes, mais aussi la vision. On a beaucoup d'analyses vision, des systèmes qui sont à la fois de vue spectro classique ou d'infrarouge, qui ont été calibrés en R&D pour permettre de dire maintenant en une demi-seconde, voilà la qualité. Finalement, les insectes ont bien consommé leur aliment, ou il leur faut peut-être effectivement quelques heures de plus avant de passer une étape supplémentaire, ou peut-être qu'il faut les nourrir une fois de plus. Ils ont peut-être un retard de croissance parce que le vivant, c'est pas 100% prédictible. C'est notre ambition d'atteindre l'asymptote qui va se rapprocher du 100%. On n'y sera jamais, mais la donnée peut nous le permettre. Et ça, l'agriculture indoor dans lequel on est, finalement, ce monde-là de l'agriculture en intérieur, c'est très différent de ce que je voyais moi quand je travaillais dans l'agriculture extérieure, où dans chaque parcelle, vous avez votre sol dans un champ, il change tous les mètres quasiment. Le climat entre le haut de la pente et le bas de la pente, c'est pas le même. Et donc, c'est extrêmement difficile de faire des modélisations autant multicritères pour comprendre. Les collègues le font. C'est de mieux en mieux, mais quand on est en intérieur, on maîtrise absolument tous les paramètres. On maîtrise absolument tous les paramètres. Voilà. On contrôle tout, on sait ce qui se passe, donc on peut beaucoup plus trouver des corrélations. Et des corrélations permettent d'après compréhension et se dire, tiens, finalement là j'ai un levier qui me permet de gagner de la performance. Donc, faire du prédictif plutôt que du curatif, comme on peut l'avoir. C'est les deux. Voilà, on fera toujours les deux. Il y a toujours le prédictif est plus facile pour anticiper le curatif. Ça marche pour le vivant, mais aussi pour les machines. Ça c'est bien connu dans l'industrie 4.0. C'est la maintenance préventive. Je vais intervenir avant que la machine se casse, que les machines s'abîment régulièrement, il faut les maintenir. L'enjeu, c'est pas d'intervenir, parce qu'après, vous avez un arrêt de machine, donc on va pas nourrir pendant quelques heures, on va peut-être pendant un jour, ça crée un retard de croissance. Donc, c'est ça qui est hyper important. J'anticipe un problème mécanique. Je fais des interventions préventives pendant un arrêt d'1 heure ou 2 dans la journée, la nuit, par exemple. Et comme ça évite que la machine s'arrête. Avantage majeur de la protéine à base d'insectes, lorsqu'on la compare avec, donc on a un sujet assez mondial, donc on a des sujets de gaz à effet de serre, avec toute cette économie, la nécessité de nourrir en 2050 9,3 milliards de personnes. Donc du coup, ce type de production de protéines a pas mal d'avantages par rapport aux protéines traditionnelles. Est-ce que tu peux nous rappeler en fait justement les grands avantages? L'ADN effectivement de notre impact et pourquoi on est Bicorp, c'est comme label, c'est les protéines, mais il faut aussi parler des huiles et de nos engrais. C'est les menaces qui pèsent sur le vivant, ce qu'on a tendance à mettre réchauffement climatique d'un côté et biodiversité de l'autre. Moi, j'ai tendance à dire c'est tout. On parle de vivant, les humains sont des êtres vivants et on a 4 grandes menaces qui sont effectivement
le réchauffement climatique, la déforestation, la prise directe de biodiversité comme la pêche et la surpêche et les pollutions des milieux. C'est les 4 grandes menaces citées par le groupement l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et donc nous, on a d'un côté d'abord les protéines qui permettent, donc on nourrit des animaux domestiques comme les chiens, les chats ou l'humain. On va remplacer les protéines de bœuf ou les protéines de lait et avec des gains, on est entre 30 et 40 fois moins d'émissions de carbone, notamment de méthane, donc avec un impact très fort de ce côté-là. Quand on utilise nos protéines en alimentation animale, ça va plutôt être soit pour remplacer les farines de poisson, donc la 3e cause de biodiversité, ou les protéines concentrées de soja, énorme pour le sujet de déforestation, ou l'huile, c'est remplacement d'huile de palme aussi, 2e énorme sujet de déforestation. Il y a quelques semaines, l'Europe a voté un grand texte pour l'interdiction de la déforestation importée, en me rappelant bien les grandes causes principales de déforestation, c'est le soja, c'est le palme et le bœuf. Ouais. Donc là, on a un impact, on contribue, c'est pas nous qui allons tout résoudre, mais on contribue sur ces leviers-là. Le dernier, vraiment mentionné, c'est les engrais, les déjections d'insectes. Un insecte est un tout petit animal, mais il a des déjections aussi. Et ces déjections, en fait, elles sont sèches, elles n'ont pas d'odeur comparé aux autres animaux. Ça, c'est un intérêt, c'est de facilité. On en fait des petits granulés. Et ça, on peut remplacer les engrais chimiques de 1 pour 1, avec même des meilleurs rendements à la culture pour un certain nombre de cultures, que ce soit du blé, du maïs, mais on fait de la vigne, on le fait pour du maraîchage, ou même pour le trouver dans des jardineries pour votre jardin. Et ça, c'est clé parce qu'on sait que les engrais, c'est la base du système alimentaire et c'est une très grosse contribution aux émissions climatiques de toute la chaîne alimentaire. Donc, remplacer des engrais chimiques par des engrais organiques, c'est une vraie réponse. Et encore plus aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, vous avez le prix du gaz qui a tellement augmenté. Le gaz, c'est la matière première du gaz des engrais. Et donc, vous avez la moitié des usines qui sont fermées en ce moment. Ce qui est en train, on ne le voit pas, mais en train de créer un énorme effet rebond de perte de rendement en 2022 et en 2023. Les Nations Unies ont estimé qu'il y a à peu près 200 trillions de calories qui ne seront pas produites parce que les rendements sont moins bons. Donc, c'est à peu près 200 millions de personnes qui ne seront pas nourries. Ouais. Donc, il y a un effet rebond massif qui n'est pas vu là et qui va évidemment toucher les pays les plus démunis. Et donc, on n'est pas là. On est une contribution, il y en aura d'autres. Les engrais organiques, ça permet de répondre à ça, à cette souveraineté aussi alimentaire qui passe aussi au tout début de la chaîne et pas qu'au niveau des protéines. Super, donc grâce à toutes ces explications, on comprend pourquoi vous avez levé un peu plus de 500 millions entre de la dette, de l'equity, pour créer en fait un leader dans le domaine. Les principales difficultés, c'était quoi? C'était monter l'outil industriel. Parce que finalement, si on le fait à l'envers, c'est assez atypique dans beaucoup de... Tu disais tout à l'heure qu'il fallait trouver un marché. Une fois qu'on a écouté, on voit bien que le marché potentiel, il est juste énorme. Et j'imagine que la demande est forte. Et on en a déjà discuté, mais j'ai l'impression que le sujet aujourd'hui, c'est d'être en capacité de répondre, de livrer ce marché. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement dans quel contexte vous êtes aujourd'hui dans la société? Finalement, ce que je dis souvent, c'est qu'on a en 10 ans, on a créé tout un écosystème. Il fallait créer la catégorie partout, chez nos clients, chez nos fournisseurs, dans l'administration, dans les universités, des talents formés à nos besoins. Et donc, les 3 grands verrous, il y avait un verrou quand même commercial au début, puis un verrou réglementaire majeur, et puis un verrou technologique. Le verrou commercial, parce que sous le prétexte que c'est un bon produit, une bonne composition et bon pour l'environnement, ça ouvre un peu l'intérêt chez les clients, mais c'est pas pour autant qu'ils signent. Le monde agroalimentaire c'est un milieu un peu conservateur, et on peut le comprendre, parce que dans le passé, il y a eu des innovations qui, malheureusement, ont amené des scandales sanitaires comme la vache folle, etc. Et donc, tout le monde est très sensible, du paysan au chef en cuisine, à changer ce qu'il a dans sa préparation et dans ce qui va être mangé in fine, c'est très sensible. Donc, et donc il y a plein de réglementations qui protègent ça aussi. Donc la partie commerciale a mis du temps, mais en fait finalement on n'a pas vendu le côté environnemental au début. Pendant très longtemps, on a vendu que la performance. On a montré que les animaux grandissaient plus vite, avec moins de mortalité. Pareil pour les plantes. Donc on a montré des éléments de valeur ajoutée techniques de performance. Ça a convaincu les clients, qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 millions de contrats qui ont été signés pour les prochaines années et plus d'1 milliard dans notre pipeline de négociation, parce qu'il y a, en fait, là, c'est l'effet boule de neige fait au fur et à mesure. Et oui, ce verrou commercial aujourd'hui est derrière nous. Réglementaire, effectivement, majeur aussi, parce qu'en fait, personne n'avait pensé faire des insectes à cette échelle-là. Et tout était interdit quand on a démarré, à part nourrir les chiens et les chats. Et on a créé finalement une start-up de start-up à Bruxelles, qui est une représentation que j'ai présidée pendant des années, et donc qui est un vrai plaidoyer auprès de la commission et de tous les acteurs, en fait, pour expliquer ce qu'on faisait simplement, démystifier le sujet, expliquer notamment qu'on garantissait la sécurité sanitaire, vraiment, des consommateurs in fine. Et ça, au fur et à mesure, tous les marchés sont ouverts, la commission a fait ouvrir les marchés.
grâce à différentes études sanitaires par l'agence indépendante sanitaire européenne, que ce soit l'alimentation des poissons, puis des chiens, des porcs et des volailles, des plantes et de l'homme. Donc tous les marchés, l'Europe est le marché au monde le plus aujourd'hui ouvert et le plus structuré sur cette filière-là. Donc le marché Europe aussi le plus avancé. Et c'est là qu'il y a plus de startups dans le domaine. C'est aussi pour ça, parce que la réglementation, elle est très claire. Elle donne la visibilité du coup aux investisseurs. Agilité de l'Europe. Ouais, agilité. C'est assez lent parce que c'est dans le fond d'une startup, parce que voilà. Et puis il faut dédier. C'est vrai qu'il faut. Les entreprises, les startups doivent dédier du temps à faire ce lobbying-là, ce qui est pas naturel forcément. Et le fait qu'on était 4 aussi fondateurs, moi, c'est moi qui ai pu aussi avoir du temps à libérer. Qu'on n'ait qu'un seul fondateur, c'est compliqué. Ouais. Mais porter ces enjeux-là d'affaires réglementaires, en fait, c'est clé pour quand même dans beaucoup de secteurs, en dehors du digital, je pense. Et donc, réglementaire, le commercial. Le dernier, c'est la technologie. Effectivement, on disait, il y avait des sous-jacents. On a eu l'idée au début, assez rapidement, de ces systèmes de plateau. On l'a testé. On a testé de plusieurs trucs qui marchaient pas du tout, avec des partenaires comme l'INRA, AgroParisTech, des ingénieries privées. Et on fait ce qu'on appelle un scale-up, quoi, du laboratoire, un prototype, un plus grand, et un démonstrateur qui était le premier endroit où on avait tous nos systèmes de ferme verticale transformés à Dole dans le Jura. Ça fait 7 ans qu'on y est et qu'on vend depuis 7 ans à nos clients. Donc d'abord dans chien et chat, puis poisson, puis plantes, puis donc Dole, capacité de production, c'était quoi en fait? Là, c'est à peu près 1000 tonnes d'ingrédients par an. Donc c'est un petit site et qui, pour l'alimentation animale, du coup, n'est pas à l'échelle. Il faut être plus gros pour avoir des économies d'échelle. Donc, et à un moment, on s'est dit, il va falloir faire plus gros, on est prêt à y aller. Et les financements commençaient à arriver, la réglementation est arrivée, sinon on était à se redire, on va devoir aller à l'étranger, hors Europe, pour continuer l'histoire sinon on serait trop bloqué en Europe. Finalement, tout ça s'est libéré vers 2017-2018 et on a pu poursuivre et choisir Amiens comme site d'implantation de notre flagship et l'aboutissement de tout le cycle d'innovation et d'industrialisation. Et site qui est en plein démarrage, voilà, après 2 ans de début des travaux, même viabilisation le jour du premier confinement. Le démarrage du confinement, premier coup de pioche, effectivement. Les travaux sont pas arrêtés. Ils sont un peu arrêtés après au deuxième confinement, mais voilà, ça a été assez épique aussi, tous ces travaux-là, dans un contexte de crise sanitaire, puis de crise d'approvisionnement, et puis aujourd'hui de crise énergétique, sans compter la crise financière. Donc on a le vent de face, très fort de face. Mais on continue d'avancer. C'est combien en fait en production? Ça sera combien? Dans une première tranche, 100 000 tonnes et on peut aller monter jusqu'à 200 000 tonnes. Donc on fait donc, beaucoup d'engrais, mais des protéines et des huiles. Voilà. Tu l'évoques, en fait, on a un sujet de souveraineté alimentaire. On a plein de sujets de souveraineté, que ce soit sur le digital, mais sur l'alimentaire, c'est un vrai sujet puisque en fait, on n'a pas vraiment le choix. On entend en fait au niveau des États-Unis en fait l'Inflation Reduction Act. L'IRA qui va en fait injecter à peu près 400 milliards en fait pour avoir une industrie verte. La France commence et l'Europe commence un petit peu à bouger. Quelle est ta vision sur la nécessité justement d'investir dans l'industrie verte? Comment en fait INSEC peut prendre sa part à cela et comment tu vois les choses? Je pense que c'est essentiel parce que là du coup on se prend la crise énergétique d'un côté qui ne touche que l'Europe. Parce que finalement, l'énergie reste très compétitive aux États-Unis, au Moyen-Orient ou en Chine, suite à la guerre. Dans ton mix, en fait, l'énergie, en fait... C'est le deuxième poste de coût. Le premier poste de coût, c'est l'aliment qu'on donne aux insectes, c'est le deuxième. Donc, c'est pas... mais ça peut être très sensible et toute l'industrie est extrêmement exposée. Vous voyez, jusqu'aux artisans, là, les boulangers, il y a quelques jours, qui manifestaient. En fait, l'énergie, c'est le fondement encore de nos sociétés. Donc, on a la crise énergétique qui est très forte en Europe, plus l'IRA aux États-Unis qui aspire, ce qui finance de manière massive des projets. Donc, nous, c'est pas encore très clair aux États-Unis si on rentre dans le cadre de l'IRA, mais a priori, oui. Donc, c'est pour ça qu'on annonce des choses aux États-Unis. Ça fait des années on a déjà acheté une boîte l'année dernière. On se positionne tranquillement sous les États-Unis. Mais là, il y a un vrai enjeu pour l'Europe. Et cette industrie verte, elle est clé parce que c'est elle qui, avant tout, va répondre aux gros enjeux climatiques, encore plus que les services et le digital. Et donc, on soutient complètement là, les démarches qui sont en cours. Moi, j'ai eu la chance, vraiment l'honneur d'être dans la délégation du président, justement, en décembre, sur ce sujet vraiment d'Inflation Reduction Act. Aux États-Unis, les messages du président étaient clairs, il va falloir avoir un meilleur niveau d'équilibre, sinon ça va être destructeur pour les entreprises européennes et les États-Unis n'ont pas un intérêt non plus à ça. Sinon on se réfugiera plus vers la Chine, il y a plein de conséquences. Donc nous, c'est pas la conséquence de ça, mais l'année dernière, on avait déjà consolidé, on a structuré une alliance qui s'appelle Start Industrie et qui regroupe toutes les filières de start-up industrielles et on discute beaucoup aujourd'hui avec des acteurs à la fois industriels, mais de représentation du gouvernement et de différents types d'instances aussi, de France Digitale et autres, pour positionner et montrer la spécificité des startups industrielles.
Et là, quand vous avez ces crises énergétiques, des subventions côté des États-Unis et une crise financière qui touche avant tout les startups industrielles, parce que la crise financière dit demande de rendement qui augmente, en fait, tout est c'est un gros reset. La profitabilité redevient, en fait, on était à la croissance, revient à la profitabilité, et vous avez des flux à long terme, parce que beaucoup d'investissements, donc une essaie d'avoir le temps de créer l'outil industriel. Et donc, la dynamique qui est depuis quelques années sur l'industrie verte et l'industrie des startups industrielles peut complètement se casser la figure dans les prochains mois, parce que les investisseurs juste se réfugient encore plus vers le early stage et encore plus vers le capex-like, donc on va dire le digital. Et donc, il y a un vrai enjeu politique ici. France 2030, premier énorme outil qui est vraiment hyper intéressant, mais c'est du l'argent public. Et à côté, il faut l'argent privé. Donc, il faut des investisseurs privés. Là, c'est tout un enjeu. J'étais encore ce matin à discuter avec des représentants de Bercy. Le sujet, c'est notamment, il y a le fonds Tibi, est-ce que c'est une option? Il y a d'autres, là, Bruno Le Maire parle d'un vrai plan pour l'industrie verte. Donc, on est très à l'écoute. On partage notre expérience à INSEAD qu'on a eu plein de plâtres essuyés. Et si tu avais un souhait, en fait, s'il y avait un souhait pour aider, en fait, l'industrie verte innovante, quel serait ton souhait je pense qu'il y a plusieurs. Évidemment, le financement est les clés. Et donc, il faut un financement qui comprenne le temps long, avec des investisseurs qui comprennent ce temps long. Ça peut être des family office, l'implication peut être plus forte des fonds d'infrastructure qui doivent remonter la chaîne vers des infrastructures un peu plus risquées, mais peut-être au niveau de la première usine, qu'on est quasiment à la veille, voilà, et le venture capital peut être plutôt sur l'amont. Mais il faut ce mariage-là, on arrive à les inciter à prendre un peu plus de risques et à rentrer dedans avec un soutien public peut-être pour les rassurer, parce que les rendements sont forcément par nature moins attractifs que des rendements dans le digital. Mais comme on répond à un énorme enjeu politique, à la fois, je veux dire, sociétal pour les éléments environnementaux, mais aussi sociaux, parce que l'emploi, les usines, c'est les emplois dans les territoires. S'il y a un tel problème de chômage dans des territoires ruraux, c'est parce que les usines ont disparu. Et donc, il y a un effet de cohésion des territoires qui est majeur avec les usines. C'est ça qu'on peut aussi apporter avec les nouvelles générations d'entrepreneurs, c'est redynamiser tous ces territoires et recréer de l'emploi et finalement changer aussi un peu des états d'esprit dans ces territoires qui sont oubliés. Et donc, parce qu'il y a plus assez d'accès d'activité économique où le digital, enfin, les services sont concentrés dans les plus grosses métropoles. Donc, je pense que là, il y a une réponse sociale aussi et qu'on y complète. Donc, le financement est un sujet clé. Rassurer les investisseurs, leur montrer qu'on peut avoir des rendements, peut-être aider par la force publique à avoir des rendements meilleurs d'une façon ou d'une autre, indirecte. La réglementation peut aider parce qu'il y a quand même un secteur qui s'en tire bien dans l'industrie aujourd'hui, c'est dans les clean tech, c'est les énergies renouvelables ou tout ce qui est autour de la mobilité verte et mobilité électrique et les batteries électriques. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous avez des engagements majeurs réglementaires sur le mix énergétique à 2030-2050 de renouvelables et la fin des voitures thermiques en 2035. Donc, toute la chaîne de production, elle est en train de se réorienter massivement. Donc, la recommandation, c'est d'avoir un mix alimentaire, en fait, Alors, pour nous, obligé, entre guillemets, d'avoir en fait, une partie de... Il faut un enjeu réglementaire. Il faut que la réglementation, il faudrait des grands objectifs réglementaires. Voilà. Ça peut être sur les engrais, mais les engrais, ça peut être aussi à 2035-2040, il n'y a plus d'engrais carbonés. Ouais. Je vous assure, ça va avoir un impact majeur parce que ça va avoir un retentissement dans toutes les productions végétales et animales, comme c'est un des premiers postes, si ce n'est pas le premier poste de coût environnemental des filières. Donc, si on dit, parce que les engrais, on peut les faire par l'hydrogène, et ce serait bien plus intelligent d'utiliser l'hydrogène pour les engrais que pour la mobilité en termes thermodynamiques, les engrais organiques, la data qui permet de faire l'agriculture de précision, utiliser moins d'engrais au champ. Tout ça, je pense qu'on en peut faire un grand plan réglementaire là-dessus, combiné à des financements beaucoup plus massifs, qui est renforcé par France 2030, mais voilà, ça va être un mélange de réglementation et un mélange de financement, de culture aussi, bien sûr, de formation. Il y a beaucoup de choses qui sont associées là-dessus, d'accès au foncier, parce que le foncier est complexe aussi en France. Les temps d'autorisation, de délivrance administrative sont aussi très longs par rapport à d'autres pays. Donc, il y a plein d'autres enjeux autour, mais je pense que réglementation, incitation, finalement, par réglementation d'un côté, et financement de l'autre vont être les enjeux clés dans les prochaines années. Et comme on voit que les temps climatiques sont très courts, c'est vraiment maintenant qu'il faut agir. Dans ce mandat notamment présidentiel, qu'il faut aller très vite. Dernière question, les prochaines étapes pour Insect. Donc on a vu que l'usine était sortie de terre, donc elle va commencer en mise en service, ça y est, les Insects sont là et ça avance. Quelle est la prochaine étape ou les prochaines étapes pour Insect dans les 18 mois à venir? Dans les 18 mois, donc on poursuit cette mise en service d'Amiens pour livrer nos clients et tous les contrats qui je sais pas, les près de 200 millions, mais ces contrats-là, en fait, vont au-delà de la capacité d'Amiens.
Donc, c'est pour ça qu'on a démarré aussi des projets à côté. On a annoncé des avancées de partenariat au niveau des États-Unis, au niveau du Mexique. On a d'autres pays qu'on annoncera, je pense, dans les prochains mois et qui en avancent bien. Des pays à la fois, des acteurs plutôt publics, parapublics, qui sont intéressés par la souveraineté alimentaire. Et donc, c'est encore une fois un intérêt stratégique ou des partenaires privés qui sont là pour répondre aussi à ces enjeux-là et qui voient bien que et les protéines, et les engrais, les huiles sont des enjeux, des assets clés aujourd'hui dans les politiques locales et donc pour faire aussi un bon business, juste un bon business et des bons retours d'investissement et tout en ayant des répercussions environnementales et sociales fortes. Donc on est avancer sur faire la livraison de nos clients avec le site d'Amiens et se développer à l'international. C'est vraiment les clés des prochains mois pour Insect. Super, merci beaucoup pour cet entretien. À très vite et on est très, très impatient de voir la suite de l'histoire de Insect. On serait ravis d'organiser les visites à Amiens, vous verrez, c'est vraiment effectivement impressionnant et vous êtes bienvenus. Ça marche, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Growfast Now What et à nous suivre sur nos comptes EY, LinkedIn et Twitter. Merci et à bientôt.